Il a dirigé Rhône-Poulenc, Gaz de France, Elf ou encore la SNCF sous l'ère Mitterrand. Il a aussi fait de la prison. Loïc Le Floch-Prigent est l'invité de La Voix est libre. Affaire Elf à la fin des années 90, son nom sera de nouveau associé à une escroquerie en Afrique en 2012. Loïc Le Floch-Prigent livre sa vérité dans son ouvrage Le Mouton Noir. Il nous en parle maintenant dans La Voix est libre. Bonjour Loïc Le Floch-Prigent. Bonjour. Quelques dates. 1981, vous rentrez au cabinet du ministre de l'Industrie Pierre Dreyfus. 82, vous devenez PDG de Rhône-Poulenc. 89, PDG d'Elf Aquitaine. Il y aura aussi Gaz de France, puis brièvement la SNCF, avant que vous ne soyez incarcéré à la prison de la Santé. C'était le 4 juillet 1996. Le Mouton Noir, c'est votre autobiographie. C'est aussi le surnom que vous avez donné le président François Mitterrand. Oui, c'est ça. Je n'étais ni énarque ni polytechnicien. Par conséquent, pour ces messieurs, je n'étais pas légitime. Je réussissais et ils venaient le voir en disant « il fait des choses abominables, attention, mettez-le à la porte ». Et il répondait « ben non, puisqu'il réussit ». Et il revenait vers moi en disant « vous êtes vraiment le mouton noir ». Voilà. Alors on va pas refaire votre procès dans cette émission, on va plutôt tenter de savoir quel bilan vous tirez de votre vie à rebondissement. C'est l'actu de l'invité. Et avant, j'aimerais poursuivre un petit peu les présentations. On peut dire que votre fief, en Bretagne, se situe entre Guingamp et Trébeurdin. Absolument, c'est le Trégor. Et donc ma famille, mon père était médecin, chef à l'hôpital de Guingamp et pédiatre à Guingamp. C'était d'ailleurs le seul médecin en 1943 quand je nais. Et la famille passait ses vacances à Trébeurdin, et toute la famille. C'est-à-dire que maintenant... On vous a vu en tenue de plongée tout à l'heure, voilà, avec vos cousins, je crois. Nous sommes maintenant... Et voilà votre papa... Voilà mon papa, médecin donc à l'hôpital de Guingamp. Et nous sommes maintenant très nombreux à être à Trébeurdin l'été, au-delà de 400. Avec une grand-mère, il faut le dire, qui a été première adjointe au maire de Guingamp. Absolument. À une époque où c'était quand même C'était rare. C'était rare, oui. Et, bon, et donc son fils est devenu premier adjoint aussi, et son beau-père était le maire. Voilà. Donc il y a une famille qui s'est occupée de Guingamp à une période déterminée. Alors, on l'entend, hein, vous êtes fier de ses origines, et pourtant ça vous aura poursuivi pendant toute votre vie, toute votre carrière. Ça vous a même valu un fameux surnom, le plouc fringant. Pour dire que vos détracteurs vous connaissent assez mal, on lit dans votre ouvrage une anecdote. Ça se passe à l'Opéra de Paris. Oui, c'est ça. Alors, vous êtes alors à la SNCF. Je suis à la SNCF, donc j'écoute l'opéra. Je suis rarement disponible, mais pour l'opéra, oui. Et puis j'écoute l'opéra discrètement dans mon coin. Et puis le lendemain matin, je vois le journal Les Échos, où on parlait du plouc qui allait à l'opéra, qui faisait semblant de connaître quelque chose de l'opéra, etc. Ouais. Et là, le ciel m'est tombé sur la tête, parce que, 1, j'aime l'opéra, 2, mon grand-père était chanteur d'opéra, 3, ma mère, à 92 ans, continue à chanter, elle est soprano léger, et par conséquent, j'ai baigné dans la musique toute ma vie. Et par conséquent, que quelqu'un se permette de faire un article complètement inattendu comme ça, montrait bien la manière dont les Parisiens, et en particulier ce journaliste parisien, considérait les gens venant de province. Alors, puisqu'on parle de culture, est-ce que vous avez eu des moments de complicité avec le président François Mitterrand sur votre amour commun pour les arts ? Essentiellement parce que nous n'étions pas sur le même art. C'est-à-dire que lui était d'art plastique, il connaissait la peinture, comme d'ailleurs mon père, qui était féru de peinture également, alors que moi j'aimais la musique et lui ne l'aimait pas trop. Alors c'était le gag que nous faisions ensemble, c'est-à-dire qu'il me traînait dans les expositions de peinture, et quand je pouvais lui faire entendre de la musique, je le faisais aussi. Voilà. Vous avez été un peu son chouchou, ce qui explique en partie votre carrière. On va en reparler. On va reparler aussi des affaires Elf, bien sûr, mais plus près de nous. Votre livre démarre en 2012 entre la Côte d'Ivoire et le Togo. Vous rentrez d'Abidjan. Et puis alors, vous vous faites interpeller à l'aéroport, tout simplement, alors que vous vouliez rentrer en France. Oui, c'est un kidnapping qui a coûté $50 000 à celui qui m'a kidnappé, qui m'a renvoyé au Togo, où je suis resté 5 mois et 11 jours et failli mourir. En clair, vous êtes en affaire avec un associé, dirons-le. Oui. En clair, c'est difficile. Pendant 3 chapitres et demi, j'essaie de l'expliquer. Alors maintenant... Disons que cet homme vous a employé pour vos conseils, en prospection pétrolière. Et a essayé de trouver une solution pour expliquer à sa famille et à ses amis pourquoi il avait perdu de l'argent.
en disant c'est de la faute à ce monsieur. Très bien. Ce qui est rocambolesque quand même, parce que votre vie l'est aussi, mais alors là particulièrement, c'est un monsieur qui veut aider une femme à récupérer 275 millions de dollars d'un ancien chef d'État africain. C'est une escroquerie classique africaine, hein, donc il n'y a pas de... Bon, alors, il s'est fait avoir par une femme, bon, très bien, c'est pas très glorieux, très bien, voilà. Mais disons que bon, l'essentiel pour moi d'explication, c'est j'ai été kidnappé, je n'ai pas été extradé comme il a été écrit sur un journal que j'ai vu tout de suite, mais j'ai été transféré. L'extradition, c'est une procédure, il n'y a pas eu de procédure. J'ai été extradé si jamais j'étais passé devant un juge, il n'y avait pas de juge. Donc je suis parti transféré par des... Il y avait des voyous policiers d'un côté, des voyous policiers de l'autre, qui étaient payés 50 000 $ d'un côté, 50 000 $ de l'autre. Voilà la réalité. Et j'ai failli y rester, ce qui me conduit à être excessivement prudent maintenant dans mes voyages, et j'ai changé un peu de vie. Je dois l'avouer. C'est presque un roman policier pour les détails. Il faudra lire votre ouvrage. C'était quasiment du SAS, sans les quelques ingrédients que M. de Villiers mettait. Voilà. Bon. En tout cas, moins drôle, c'est que vous avez de graves problèmes de santé à l'époque et ça aurait presque pu vous coûter la vie. Normalement, je ne devrais pas être en vie aujourd'hui. C'est-à-dire que j'avais effectivement une difficulté importante et que j'ai toujours de façon endémique, c'est-à-dire qu'il faut m'enlever des petits bouts à chaque fois, et ça se fait dans une enceinte biologique claire, et donc c'était impossible en Afrique. Tout le monde sait que c'est impossible en Afrique. En clair, au moment où vous dormez sur une paillasse à la gendarmerie, à Lomé, vous auriez dû être dans un hôpital en France à vous faire opérer. Et ma tumeur enfle, voilà. Et donc je suis légèrement inquiet, bien sûr, mais ma famille encore plus, parce qu'elle est loin de moi. Et je ne veux surtout pas qu'elle vienne, parce que je pense qu'à ce moment-là, ce sera un nouvel argument de chantage, puisque l'argument de chantage qu'on me fait, puisque ma vie est en danger, on me demande 9 millions de $ pour sauver ma vie. Et 9 millions de $ que je n'ai pas, et par conséquent, c'est une autre solution qu'il faut trouver. Alors, franchement, on veut bien vous croire, tellement l'affaire est saugrenue, on se dit qu'elle ne peut pas avoir été inventée. On a quand même aussi l'impression que vous êtes bien naïf pour tomber dans ce genre de piège. Non, je sortais du palais présidentiel. Expliquez-moi comment vous... en sortant du palais de M. Hollande, vous êtes arrêté sous prétexte que la Russie a quelque chose contre vous. Vous dites, mais de quoi s'agit-il? Pourquoi? Certainement, il va se passer quelque chose. Mais il ne s'est rien passé. Voilà, effectivement, tout ça a été orchestré de main de maître, si je puis dire, de manière à ce que je sois prêt de perdre la vie. Donc moi, je me considère comme miraculé, hein, très franchement. Il n'y aurait pas eu ma femme, ma famille et mes amis pour essayer de trouver une solution. Je pense que je serais dans un cercueil quelque part. Et est-ce que vous n'avez pas été un peu victime de votre ego ? Parce que dans cette affaire, il y a quand même à la base ce riche Abbas Youssef qui vous a proposé donc de collaborer avec lui pour des affaires de prospection. Il vous met tout sur le dos, bon, ok, mais il vous a quand même permis de renouer avec le business. Oui, mais c'est pas un problème d'ego, ça. C'est un problème. C'est-à-dire que moi, il faut que je vive. Donc le fait de sortir de l'endroit où j'étais ne conduisait pas forcément un grand nombre de gens à avoir de l'affection pour moi. À partir du moment où on me propose quelque chose, je le fais, et je le fais bien en général, puisque les 4 entreprises que j'ai dirigées, je vous le rappelle, ont été bien dirigées, puisqu'elles ont eu des succès, aussi bien Rhône-Poulenc que Elf Aquitaine, que Gaz de France et SNCF. Par conséquent, il n'y a pas de raison fondamentale de refuser un job si jamais il peut me permettre de rebondir. C'est pas un problème d'ego, c'est un problème de vie normale. Aujourd'hui encore, si jamais on me proposait un job intéressant, je suis prêt à le prendre. C'est pas un problème d'ego, je m'en fiche. Bon, j'espère qu'à chaque fois, il n'y aura pas une aventure pour aller récupérer 275 millions de $ dans une banque, parce que ça paraît quand même... Parce que vous dites aussi que la diplomatie française n'a pas forcément toujours très bien fait son travail. On ne va pas détailler, mais en tout cas, à une autre époque, vous auriez sans doute été mieux soutenu parce que vous étiez dans les petits papiers, disons-le, de François Mitterrand. Je n'aurais pas été... Je pense que si Paris avait fait correctement son travail, je ne serais pas resté 1 heure en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça. Et ces sont-là. Par contre, la diplomatie au Togo a très très bien fonctionné. C'est-à-dire que les gens de l'ambassade et le consul
au Togo ont été absolument exceptionnelles. Le Floch Prigent, chouchou de Mitterrand, ça c'est une réalité jusqu'en 1996 et le scandale Elf. C'est-à-dire qu'il meurt avant. Oui. Bon, il meurt avant que j'ai des problèmes. En tout cas, vous étiez bien lancé. Les rétrocommissions qui alimentent le financement occulte des partis politiques, c'est une pratique déjà bien installée quand vous arrivez à la tête d'Elf. Vous écrivez dans votre livre que François Mitterrand vous dit même il faudra veiller à ce que tout le monde en profite. Un équilibre, oui. Bien sûr. À droite, ça avait bien marché, il n'y a pas de raison que ça marche mal à gauche. Tout à fait. Ouais, Tout à fait. Oui, mais j'ai toujours dit, je me suis jamais caché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a pris l'habitude de ne pas prendre ses responsabilités. Alors les gens disent mais c'est pas moi, c'est les autres. Non, moi j'ai pris mes responsabilités depuis le départ. Je dis, c'est comme ça que ça fonctionnait. Et voilà ce que je faisais. Ah, scandale. C'est la réalité. Mais vous j'ai êtes dit jamais la vérité. dit, 20 ans plus tard, vous n'êtes jamais dit, tiens, pourquoi j'ai dit oui, pourquoi je suis rentré dans la combine ? Parce que si jamais j'étais condamné, il y avait 100 personnes de condamnées. Donc c'est tout. Tout le monde savait ce qui se faisait. On prenait les commissions, la liste des commissions et des commissionnaires, etc., on la portait à 2 endroits, chez le président de la République et à la direction du budget. Donc tout le monde a fait ça. Commission, d'accord. Rétro-commission. Rétro-commission, c'est pour financer. C'est dans la nature des choses. C'est-à-dire qu'il est très difficile pour quelqu'un qui reçoit une commission, et j'explique dans le livre, pour ceux qui liront le livre, j'explique dans le livre que c'est très difficile de considérer quand il y a commission, il n'y a pas rétro-commission. C'est difficile. Alors, il faut avoir des anges pour qu'il n'y ait pas rétrocommission. Mais comme il n'y a pas d'ange, il y a des humains, en général, il y a rétrocommission. Mais vous dites même les commissions et les rétrocommissions, un moindre mal qu'il faut, hélas, tolérer dans certains métiers. Voilà. C'est ce que je dis. Vous le pensez toujours ? Quoi ? Ça arrive tous les jours. C'est pas la peine. Ne nous racontons pas d'histoire. La réalité est celle-là. Alors, je veux bien que soudain, parce qu'il y a eu X, Y ou Z dans tel ou tel endroit, ça n'existe pas ou ça n'existe plus, mais c'est la nature des choses. Donc ça fonctionne toujours comme ça. Bien sûr. Écoutez, il n'y a pas aujourd'hui d'État plus corrompu que les États pétroliers. Alors on explique que maintenant, il n'y a plus de corruption. Il n'y a plus de corruption parce qu'il n'y a plus de corrupteurs. Mais quand même, lorsque les gens font la liste des États pétroliers, ils disent l'État le plus corrompu, c'est le Nigeria, c'est l'Angola. Comment ils peuvent être corrompus s'il n'y a pas de corrupteurs ? Expliquez-moi. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans le système. Donc, bien sûr que ça continue, et bien sûr qu'à chaque fois qu'on va dans un pays, les gens par exemple qui ont travaillé en Inde, vous disent, ce qui est gênant, bien sûr, au bout de 3 ou 4 ans, ils en ont marre, ils ont envie de revenir, en disant, oh là là, c'est un État quand même qui est très corrompu. Bon, alors, comment il peut y avoir des gens corrompus s'il n'y a pas de corrupteurs ? Il faut vraiment qu'on m'explique ça. Alors, une fois qu'on aura expliqué ça, à ce moment-là, je pourrai répondre aux autres questions. Une autre chose, c'est de diriger Elf et de participer à ce mécanisme, finalement, et quand même de dire, oui, mais moi, pas d'enrichissement personnel. Oui. C'est possible, ça ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, je l'ai démontré, il y a eu 17 ans de procédure pénale et on n'a pas trouvé d'enrichissement personnel. Donc c'est clair, voilà, c'est tout. Alors, il y a quand même eu des soupçons très forts sur votre patrimoine immobilier, quand vous achetez un petit château dans l'Orne, par exemple. Oui, c'est le prix d'un appartement parisien et il a été fait Rubis-sur-Longue. C'est pas un château, c'est une grande maison. Alors, bien sûr, on a fait des tonnes. Alors, on a parlé de sous-table, surtout. Quoi ? On a parlé de dessous de table à l'époque. Il y a eu quelque chose qui a été fait, effectivement, on a su, je l'ai dit, mais c'est de l'épaisseur du trait aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez quand même un certain talent pour expliquer ce qu'on appelle clairement dessous de table. Vous dites, des amis, des collaborateurs avaient également contribué à cet investissement. Effectivement, des sommes ont été versées à mon insu. Voilà, alors il s'agit de sommes qui sont aujourd'hui considérées comme de l'épaisseur du trait. C'est-à-dire qu'on ne fait pas 17 ans de procédure pénale pour une somme de l'ordre de 300 000 euros. Vous n'allez pas me dire que tout ce cirque a été fait pour un dessous de table payé par mes collaborateurs de 300 000 euros, 17 ans de procédure pénale, 5 ans de prison. Est-ce que vous réfléchissez un peu à ce qui arrive tous les jours, partout ? C'est indécent. Ça peut suffire à faire démarrer une procédure, pour le moins. Mais après, il faut trouver autre chose. Il n'en a trouvé rien. Et on n'a trouvé que ça. Tout le reste n'existe pas. Donc c'est ce que je dis de façon très franche dans le livre. On a fait ça, tout ça pour ça. Alors, si jamais ça vous plaît de considérer qu'on fout en l'air, parce qu'après, quand même, la boîte Elf
a disparu. Elle a été reprise Oui. par Total. Oui. Donc, alors qu'elle était susceptible de racheter Total. Oui, étonnant que on a quand même le foutu en l'air petit la boîte. mange le gros, oui, c'est vrai. On a foutu en l'air la boîte. On a foutu en l'air la boîte avec 17 ans de procédure et 10 ans de procédure pénale, 5 ans de prison pour 300 000 euros. Alors je l'ai dit, on n'est pas là pour refaire le procès. Non, mais moi non plus. On n'est mais dans la mesure où vous prenez ce point du livre, le livre n'est pas là-dessus. Non. C'est-à-dire que c'est un Juste élément, conclure, c'est un petit chapitre sur le sujet. Est-ce que ça vous colle à la peau? Non, ça ne me colle pas à la peau, ça colle à la peau des journalistes, mais pas de moi. En même temps, vous écrivez des livres dans lesquels je suis obligé de le dire. Si jamais je ne le dis pas, vous nous rafraîchissez la mémoire. On considère que je me cache. Alors je ne me cache pas. Mais d'un autre côté, ce n'est pas le sujet du livre et ce n'est pas ma préoccupation principale. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai démontré que je n'avais pas pris d'argent et donc tout va bien. Voilà. Et ça a été, la démonstration est faite, refaite et surfaite. Bon, en tout cas, vous préférez dire que vous connaissez parfaitement le monde de l'entreprise et que vous n'êtes pas avare de conseils. On va avoir l'occasion d'en parler maintenant en faisant la revue de presse de la semaine. C'est à la une. Voilà, et dans le monde de l'économie, le plan C de Montebourg pour le rachat d'Alstom. Alors, le fleuron français de l'énergie va-t-il partir chez les Américains ou les Allemands? Un des fleurons, et il faut qu'il parte ni du côté des Américains General Electric, ni du côté allemand. Il faut qu'il reste français. Il y a des possibilités. Et je voudrais arriver vraiment au point capital. On n'arrête pas depuis le 27 avril de nous parler d'effet de taille. Il n'y a pas d'effet de taille. General Electric, Siemens et Alstom ont le même chiffre d'affaires dans ces domaines. Par conséquent, ces trois égaux. Alors, est-ce que ces trois égaux doivent se rapprocher, faire des alliances? Ça, c'est à voir et c'est à réfléchir. Mais pour l'instant, comme le dit le président de l'entreprise, il n'y a pas le feu, puisque l'entreprise est bénéficiaire, et il y a une possibilité de négociation entre égaux. Donc il faut que, clairement, Alstom reste française et qu'elle fasse des négociations sur certains parties de son activité avec d'autres entreprises. À la veille des élections européennes, on se dit, tiens, pourquoi pas? C'est une belle idée européenne, ça, qu'une association franco-allemande, non? Bien sûr, mais il faut la préparer compte tenu de l'activité de Siemens qui est absolument la même que celle d'Alstom, avec un appareil industriel qui est complètement différent. Et donc, si jamais on avait envie de faire cette association, on pourra le faire peut-être à terme, ça nécessiterait 4 ou 5 ans. Ça ne se fait pas comme ça, comme les journalistes ont l'air de le penser. Non, mais sauf qu'il y a urgence, parce que quand un actionnaire comme Bouygues s'en va... Bouygues est arrivé parce que l'État lui a demandé de venir. L'État doit faire en sorte que Bouygues puisse repartir s'il a envie de partir. Il n'y a pas de raison fondamentale de considérer que... Donc une intervention de l'État nécessaire, selon vous. Mais il n'y a pas d'autre solution, parce que c'est l'État. L'État est indivisible. C'était l'État de M. Sarkozy, aujourd'hui c'est l'État de M. Hollande. Mais c'est l'État, et c'est l'État qui a dit à M. Bouygues, prenez ça. Et bon, M. Bouygues a envie de dire, j'ai envie de leur donner, on le reprend, puis c'est tout. C'est un dossier dont vous parlez beaucoup ces derniers temps. Évidemment, vous êtes très sollicité sur le sujet. Parce que c'est l'énergie. Vous avez la dent dure envers Patrick Cron, donc le patron en place actuellement d'Alstom. Je dis simplement que lorsqu'au bout de 10 ans, on veut vendre 70% de son entreprise à quelqu'un, c'est qu'on n'a pas réussi. C'est tout. Alors que lorsqu'on n'a pas réussi, ça s'appelle un échec. C'est tout ce que je dis. Je suis étonné d'être le seul à le dire. Ça vous manque justement de ne pas pouvoir intervenir plus quand on vous lit, on voit bien que vous aimeriez être plus actif. Enfin, disons maintenant, j'ai 70 ans. Si on a besoin de moi, on aura besoin de moi pour quelques années. Enfin, disons, je ne vais pas recommencer ma carrière à 70 ans. Puis vous êtes peut-être moins en vue. Regardez notre dessinateur Loïc Schwartz. Il a quand même l'impression que vous êtes moins dans les petits papiers du pouvoir aujourd'hui, puisque... j'ai quand même bien l'impression que c'est François Hollande qui arrive à la pompe, là, et il vous demande le plein, mais... Voilà, il se dit que votre tête lui dit quelque chose, mais sans plus, visiblement. Quelles sont vos relations avec le pouvoir aujourd'hui? C'est déjà pas mal. Moi, je l'ai très bien connu, mais je ne suis pas sûr de reconnaître sa tête non plus. Donc, c'est pas grave. Non, il n'y a plus de relations. Aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne. Vous distinguez aussi les vrais chefs d'industrie des faux.
Hein, Oui, vous voyez, absolument. je vous ai bien lu. Dans Hein. le livre, dans le livre. Oui, Mais alors, vous en profitez pour tacler deux grands patrons bretons, discrètement, dans votre livre, Vincent Bolloré et François Pinault. Alors, Oui. qu'est-ce que vous leur reprochez? D'une part, François Breton de Saint-Tropez, pour moi. Hein, donc, mais d'une certaine façon, le problème d'achat d'entreprise, c'est de savoir si on travaille pour soi, si on travaille pour son entreprise, ou si on travaille pour la collectivité. Et je pense que ces deux patrons, ils travaillent pour eux. Alors, ils ont très bien réussi pour eux, je leur en veux pas. Mais n'en faisons pas des parangons de vertu qui ont travaillé pour le pays. C'est pas vrai. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est ça que je dis. Qu'est-ce qui manque? Je veux dire, ils sont à la tête d'Empire. Il manque le fait de développer l'activité industrielle du pays. Alors, de certaine façon, je parle de Bernard Arnault en contrepoint. Ouais, en disant Bernard Arnault a fait une activité. Au début, a été comme Bolloré et Pinault, quelqu'un qui a pensé à lui, et puis soudain, il s'est aperçu qu'il fallait penser à l'ensemble de l'activité en France, et vous verrez partout dans les provinces françaises, y compris dans la région parisienne, des gens qui travaillent pour la grande entreprise de la VMH. Il a su réaliser un projet industriel à partir d'une idée intéressante qui était le luxe. Voilà, donc je fais cette comparaison. Bon, il y en a un qui n'est pas à la tête d'un empire, mais que vous semblez apprécier en Bretagne, c'est Jean-Pierre Le Goff, le repreneur de la faïencerie Henriot à Quimper. Ah oui, vous avez des projets en commun? C'est-à-dire qu'on essaie de redresser définitivement Henriot, qui est une magnifique entreprise, parce qu'elle est connue au monde entier. Alors, comment arriver à refaire une activité mondiale à partir d'un nom prestigieux comme Henriot, et où il y a tellement de Bretons à travers le monde qui ne rêvent que d'Henriot. Quand vous allez au Japon ou aux États-Unis, vous allez rentrer chez un Breton, il a son petit truc Henriot Quimper. Mais alors, donc, vous allez ouvrir le marché africain à Jean-Pierre Le Goff? Pas forcément le marché africain, il y a des marchés asiatiques et des marchés américains qui sont peut-être plus lucratifs. Que vous connaissez aussi, c'est ça? On connaît, oui. Bon, je ne connais pas que l'Afrique, quand même. Vous ouvrez votre carnet d'adresses pour donner un coup de main. Plus que ça, j'essaie d'aider Jean-Pierre Le Goff, que j'ai connu il y a un an, et on est tombés dans les bras l'un de l'autre parce qu'on a les mêmes ambitions pour la Bretagne, pour l'essor de l'industrie en Bretagne, et pour, d'une certaine façon, l'industrie régionale. Je crois beaucoup au développement de l'industrie régionale internationale. Je crois que la qualité bretonne, si on y rajoute la culture bretonne, les produits alimentaires bretons, les produits comme Henriot et l'électronique bretonne, je pense que ça se vend à l'extérieur mieux qu'en qualité, que souvent pourrait être fait la qualité France. Je crois aux marques françaises, du type Peugeot, mais je crois à la qualité régionale des régions fortes, comme la Bretagne, et à l'image de marque de la Bretagne, de l'Alsace, du Pays Basque. Je crois à ces images-là. Bon, on vous souhaite bon courage. Libération titrait cette semaine « Train trop large ». Le ministre des Transports demande une enquête interne. Alors, c'est Alstom, tiens, justement, qui a fabriqué les fameux trains à trop large. C'est quand même Alstom. Ils n'y sont pour rien. On lui a demandé. En tout cas, il y a eu des gens qui ont fait quelque chose. Voilà. En tout cas, pour que les TER rentrent en gare, maintenant, il va falloir raboter les caisses. Ça va coûter 50 millions d'euros. Oui. Vous avez dirigé aussi la SNCF. Est-ce que vous vous expliquez que ce genre de bourde soit possible? Oui, je pense qu'à partir du moment où il y a un certain nombre de gens qui ont quitté le terrain, et ça a été le cas de Réseau Ferré de France dirigé par des énarques, effectivement, à un moment, il y a des choses comme ça qui peuvent avoir lieu. Alors, quand on avait distingué SNCF et RFF, Réseau Ferré de France, on avait voulu cantonner la dette. Puis en maintenant, RFF est devenu un endroit où les gens pensent et décident. Alors bien sûr, on ne peut pas s'en sortir. Et le téléphone ne marche plus entre les deux, visiblement. Non, mais les gens de terrain ont disparu. C'est-à-dire que les gens de terrain que je rencontre me disent « c'est l'armée mexicaine ». Alors l'armée mexicaine, ça n'a jamais fonctionné. Et l'armée mexicaine conduit effectivement à ce genre de... Il faut refusionner ? Bien sûr. Oui. Bien sûr, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. La solution que j'avais préconisée était sur la dette. C'est-à-dire que l'État faisait des choses et ne voulait pas payer. Et j'ai dit, il faut que l'État paye. Bon. Mais à un moment où l'État n'a plus beaucoup d'argent... Alors, l'État où n'a plus d'argent, il ne peut plus payer. À ce moment-là, ça ne sert à rien. On ne peut pas condamner la dette, puisque la dette... Revenant sur le consommateur trouve qu'il paie trop cher les trains, ce qui est vrai, mais parce qu'il y a eu une déperdition d'énergie considérable avec cet éclatement
entre deux systèmes dont l'un était clairement énarchique, qui est Réseau Ferré de France. Bon, vous êtes mieux à votre place aujourd'hui que Guillaume Pépi, je pense. Mais je lui souhaite quand même de réussir. Souhaitons-lui, souhaitons-lui. Dans Ouest France, pour Michel Sapin, l'extrader est un escroc. Alors, il parle d'un autre breton, Jérôme Kerviel, qui se trouve en prison. Le breton de Douarnenez, lui, il a été conduit en prison à Nice, à son retour d'Italie. Un commentaire sur cette déclaration du ministre des Finances ? Oui, donc je pense que le ministre des Finances aurait dû se taire, parce que le problème de ce dossier est compliqué, parce qu'il a eu un traitement complètement différent du mien, si je reviens. Ouais. Bon, c'est-à-dire que moi, j'étais responsable de tout ce qui était arrivé dans l'entreprise. Donc ça a duré 17 ans. Hein, Ouais. donc, bon. Et là, le président de la CGT n'est responsable de rien de ce qui est arrivé dans l'entreprise. Donc à un moment, il faut essayer de savoir pourquoi. De temps en temps, c'est le président qui a tort, et de temps en temps, c'est le président qui a raison. Et je pense que ça mérite quand même un petit examen et un peu de recul de la part des gens qui commentent. Je ne dirais pas que là, il s'est passé des choses. Eh bien, j'ai tendance à considérer, les moi, choses, c'est près de 5 milliards perdus par la Société Générale quand même, donc il doit y avoir des victimes de l'autre côté. Hein. Je considère que le président est toujours le bouc émissaire dans ces cas-là. Ça a été mon cas, je ne sais pas pourquoi les autres arrivent à ne pas l'être. Bon. Vous êtes un grand lecteur, Loïc Le Floch-Prigent. Un livre par jour, en principe. Un par jour. Eh bien, ça a été dur de choisir, mais vous allez nous conseiller une lecture, c'est votre coup de cœur. Un coup de cœur consacré à l'ouvrage « L'innovation destructrice » de Luc Ferry. Tiens, c'est un philosophe, homme politique que vous avez choisi. Philosophe d'abord, l'homme politique. Je pense qu'il a été quelques années dans la politique. Et bon, mais non, c'est un philosophe. C'est un plaidoyer pour l'innovation, en quelque sorte, cet ouvrage. C'est un plaidoyer pour l'innovation. Ouais. Et donc, je pense que c'est un livre à lire. Alors, Luc Ferry est un pédagogue, et donc il prend chez les gens illisibles des choses absolument merveilleuses qui sont tout à fait lisibles parce que c'est un bon pédagogue. Alors moi, je ne connaissais pas du tout Schumpeter, qui est donc le philosophe auquel il a fait allusion et qu'il a alimenté. Et c'est un petit livre, ça se lit très rapidement, et qui montre la façon dont l'innovation apparaît et transforme. Et cette transformation, on ne peut pas être sans arrêt à dire « je ne veux pas en connaître les effets, je veux absolument revenir à l'état précédent tout en l'utilisant ». C'est l'histoire du type qui prend son téléphone portable et qui dit « tous ces instruments modernes, c'est absolument insupportable ». Ouais. Voyez, il ne faut pas avoir peur de l'innovation, tout en restant vigilant. Eh bien, il faut rester vigilant. Et la vigilance est et la façon dont, à l'époque, c'est-à-dire il y a un certain nombre d'années, ce philosophe avait décrit les choses, et je pense que Luc Ferry nous les met à disposition. Merci. Et il faut que chacun les prenne. Eh bien, merci pour ce conseil. Je rappelle que vous publiez donc Le Mouton Noir chez Pygmalion, c'est ça, 40 ans dans les coulisses de la République. Je rappelle également que demain, ce sont les élections européennes. Vous pouvez donc aller voter. Et attention, c'est un scrutin à un tour. Excellent week-end. Merci. Merci.